Voilà, donc bonsoir, je suis Arwin Avalon et ce soir vous allez me rencontrer sous un angle nouveau. Déjà vous voyez la lumière est rouge, bzzz, et donc je vais me transformer en rouge-gorge et vous comprendrez bientôt pourquoi. Ce soir, le thème de la communication, c'est l'homme-oiseau. L'homme-oiseau et, on va dire, l'île de Pâques. Alors, l'homme-oiseau, moi, immédiatement, ça me fait penser à Icare dans la mythologie grecque. Et bon, déjà à Dédale, hein, Dédale, ce magnifique architecte qui va concevoir à Knossos un labyrinthe incroyable pour y enfermer le Minotaure. Bon, bah, ça, c'est une autre histoire. J'adore l'histoire du Minotaure, on pourra voir une autre fois. Et donc, Dédale, le roi Minos emprisonne Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Et Dédale, qui a tout prévu, bien entendu, a laissé une ouverture au sommet quelque part vers le ciel dans le labyrinthe. Et donc, il construit des ailes de cire, et donc, avec son fils Icare, ils sont prêts à s'élancer. Et le dernier conseil de Dédale à son fils sera surtout ne te rapproche pas trop du soleil, parce que Apollon furieux, enfin à l'époque c'était Hélios furieux, ne te permettra pas d'approcher et donc fais très attention. Et donc, les deux s'élancent, vous voyez, le grand rêve de l'être humain, l'homme-oiseau volé, c'est un rêve que j'ai fait très souvent. J'avais deux rêves récurrents. Le premier, j'étais un danseur qui n'était plus assujetti à la force de gravité. Alors là, c'est franchement magnifique, hein. Et puis l'autre, c'est que quelques rêves magnifiques où je volais dans l'espace, où j'étais aussi libéré de toutes les contraintes d'un corps physique. Et donc, Dédale et Icare s'élancent vers le ciel et Icare, grisé par les sensations du vol, oublie les conseils de son père, se rapproche du soleil, et Apollon, furieux, tram, en voyant cet impertinent s'approcher de l'astre du soleil, eh bien, lui envoie des rayons brûlants qui dissolvent ses ailes et Icare tombe dans la mer Égée. Et là où son corps va tomber, naît une île qui s'appelle bien sûr Icare. Voilà. Alors évidemment, ça c'est magnifique. Ça veut dire que tous les êtres humains ont ce désir d'être un oiseau, d'être un homme-oiseau. Et en même temps, il y a des dangers à devenir un oiseau. Et le danger à devenir un oiseau, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de se prendre, c'est de se prendre pour Dieu, pour le soleil, et donc d'être reprécipité sur la terre. Et on retrouve ce thème de l'homme-oiseau dans certains endroits sur la planète. Alors, le premier, c'est Teotihuacan au Mexique. Et donc, quand on arrive à Teotihuacan, cet endroit incroyable, il y a trois pyramides. Il y a la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Quetzal. Bon, j'ai vécu des choses incroyables sur la pyramide du Soleil qui figure dans mon livre Il était une fois le paradis polynésien. Ah, mais la pyramide du Quetzal, c'est très intéressant parce que le Quetzal, c'est un oiseau qui peuple les forêts à cet endroit, disons, et quand à cet endroit du Mexique, et quand on bat des mains, la pyramide produit un son dont le rythme suit celui du battement des mains.
Alors ça, c'est assez magique. C'est une pyramide qui parle ou qui réagit sans que les scientifiques aient trouvé le pourquoi de cette réaction pyramidale, on va dire. Et bien sûr, elle est dédiée à Quetzalcoatl. Et Quetzalcoatl, c'est la divinité qui, chez les Mayas, euh, est un personnage assez particulier, mais en gros, c'est le serpent à plumes. Alors, que peut bien signifier le serpent à plumes? Comment est-ce que nous pouvons avoir dans une même entité le serpent qui rampe sur le sol et l'oiseau qui justement s'élève au-dessus du déterminisme terrestre? Et là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, pour moi, euh, l'homme animal, qui est très souvent symbolisé par le serpent, parce que le serpent indique que nous sommes... le serpent, il rampe sur la terre comme l'animal dont les quatre pattes sont aussi fixées sur le sol. Et donc là, en l'occurrence, c'est une allusion à l'horizontalité du monde animal, alors que l'être humain a la colonne vertébrale verticale, mais en fait, la verticalité n'est qu'une étape. Si vous voulez, il y a trois étapes. La première, c'est l'horizontalité. La deuxième, c'est la verticalité, qui est quelque part, l'horizontalité en est emprisonnée aux forces de gravité. La verticalité, on fait le lien entre les forces de lévitation et celles de gravitation. Et la troisième étape, après avoir expérimenté la gravité, le lien entre la gravitation et la lévitation, on va expérimenter la lévitation. Et donc, l'homme-oiseau, c'est le symbole indiquant que dans son évolution, l'homme est invité à passer d'une dimension animale qu'il porte en lui à une dimension angélique, c'est une dimension qu'il attend, où il va retrouver ses ailes. En fait, nous avons des ailes, mais nous ne le savons pas. D'ailleurs, Mercure, dans la mythologie, ou Hermès, il est doté des ailes au talon, mais des ailes dans le dos et des ailes au niveau des deux hémisphères cérébraux. Et là aussi, il y a une symbolique tout à fait extraordinaire. Bon, bref, on reviendra sur la symbolique de Mercure, qui est délicieuse peut-être. Et donc, et vraiment, la civilisation maya, si vous voulez, vous allez à Chichen Itza, et je crois le jour des solstices, la lumière éclaire la pyramide et donc le bord de la pyramide se transforme quelque part en aile d'oiseau. Parce que seule la lumière tape sur la pyramide de Chichen Itza, je crois à 6 heures du soir. J'y étais une fois en plus, à 6 heures du soir, le 21 le 21 décembre, j'étais le 21 juin, et la lumière accompagne les degrés de la pyramide, c'est absolument sublime. Et la pyramide aussi, c'est vraiment cet outil qui nous invite à franchir les gradins pour passer de l'homme animal, celui qui est au ras de la pyramide, à l'homme oiseau, le grand prêtre qui, au sommet de la pyramide, lui, devient un avec l'immensité stellaire. Alors, c'est un symbole absolument magnifique. Et il y a un endroit sur la planète où l'homme oiseau est particulièrement honoré ou été, c'est l'île de Pâques. Alors, l'île de Pâques, qui est un endroit où j'ai eu la chance d'aller très souvent parce qu'à une époque,
j'avais des activités en Argentine, à Cordoba, dans la montagne de Cordoba, et j'allais très fréquemment travailler en Polynésie française. Donc je prenais l'avion de Cordoba à Santiago du Chili, et de Santiago, l'avion qui menait à Papeete faisait escale à l'île de Pâques. Vous imaginez comme je n'allais pas m'arrêter à chaque voyage à l'île de Pâques, donc soit à l'aller, soit au retour. Je restais soit 3 jours, soit une semaine, puisqu'il y avait 2 avions par semaine. Et donc j'ai pu vraiment expérimenter la magie de l'île de Pâques. Et puis, en plus, comme j'y suis allé il y a déjà très très longtemps, j'ai pu aussi voir l'évolution euh, des recherches concernant l'histoire de l'île de Pâques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, il y a une époque lointaine où en fait, je crois qu'il y avait 9 tribus à l'île de Pâques. Il y en a une qui était caractérisée par les longues oreilles, et cette tribu aux longues oreilles gouvernait l'île et quelque part esclavagisait les autres tribus. L'île était assez peuplée, je crois qu'on a noté jusqu'à 10 000 personnes sur cet espace assez réduit à certaines époques. Et donc, euh, à la mort on va dire, des chefs de la tribu de la tribu aux longues oreilles, vous me dites, ah, j'aimerais bien avoir des longues oreilles qui me descendent sur les épaules. Je pense que ça doit être extrêmement saillant. D'ailleurs, j'ai eu un cocker dans mon enfance et j'adorais les cockers. Peut-être que c'était une prévision qu'un jour j'irai à l'île de Pâques voir ben, les statues. Et donc, alors très intéressant, euh, enfin, le chef faisait construire une statue à son effigie durant son existence. Euh, Ces statues représentent à la fois euh, chacun des chefs de la tribu qui, au moment de sa mort, se faisait brûler, avait les cendres qu'on mettait sous la statue. Et en fait, la statue, bien sûr, c'est un phallus. Donc en fait, ça symbolise aussi la puissance du chef, mais c'est aussi une obélisque, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre le ciel et la terre. Et là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si vous voulez, pour les Maoris, il n'y a pas les vivants et les morts, c'est pareil. C'est-à-dire que les vivants communiquent avec les défunts et donc ils vivent avec. Il n'y a pas de séparation. Donc, si vous voulez, les défunts utilisaient leur statut, les statues qui étaient faites à leur effigie, avec les cendres qui se trouvaient sous la statue, pour continuer, depuis les mondes supérieurs, à contrôler les vivants qui, eux, agissaient sur l'île. Et donc, la puissance des hommes aux longues oreilles continuait après leur mort. Et si vous voulez, on, on, c'est vérifié par le fait que toutes les statues, on pourrait imaginer que les statues regarderaient la mer, l'infini, l'espace merveilleux, l'au-delà. Pas du tout. Les statues regardent toutes vers le centre de l'île, c'est-à-dire qu'elles sont destinées quelque part à surveiller les vivants depuis les mondes supérieurs, et elles servent à maintenir l'hyperpuissance de la tribu dont les statues sont les représentantes. Et donc au XVIIIe siècle, et ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est quand même le siècle des révolutions. En tout cas, il y en a une en France qui n'est pas passée inaperçue. Celle de l'île de Pâques, bon, bah, on ne peut pas dire qu'on en entend parler à tous les carrefours, hein, mais elle a quand même eu lieu. Et ce qui s'est passé, c'est que les protagonistes des 8 autres tribus, pour enlever le pouvoir
euh, depuis l'au-delà des chefs de la neuvième tribu, ont fait tomber face contre terre toutes les statues. Et si vous voulez, le mana, la force de vie, la puissance vitale qui transcende l'illusion de la vie et de la mort, le mana, à partir du moment où la statue est aplatie contre terre, eh bien le mana des anciens gardiens ne peut plus agir. Et donc, enfin, les membres des 8 tribus qui avaient fait leur révolution en enlevant le pouvoir à ceux de la neuvième tribu, à partir de là, ont pourchassé les membres de la tribu aux longues oreilles. Ils les ont tous tués. Il semble qu'il n'y en a qu'un qui a survécu. Je ne sais pas, c'était l'homme musée. Je sais plus. J'ai vaguement entendu. J'ai un peu oublié ça. Mais par contre, à partir de là, ils devaient trouver un moyen pour régler les différends entre les 8 tribus qui restaient. Et c'est là qu'ils ont inventé le système de l'homme-oiseau. Alors, en fait, ils ont mis en place un système initiatique. Euh, alors, devant l'île de Pâques, enfin, à un endroit, il y a un îlot qui est quand même, qui est pas si petit que ça, mais c'est un îlot un peu en pointe. Et donc, l'épreuve consistait, chaque tribu chaque année, choisissez un représentant. Donc, vous avez 8 jeunes gens qui devaient descendre une pente extrêmement abrupte. Euh, ils se re- ils- et puis, il fallait surtout pas se blesser les pieds. Bon, ils devaient être entraînés, à mon avis, parce que euh, après être descendu, il devait nager jusqu'à l'îlot en sachant que quand même il y a des possibilités de rencontrer quelques requins pas forcément bien attentionnés sur votre chemin. Donc il vaut mieux ne pas saigner parce que là, à part quelqu'un qui nage très très vite, la probabilité d'arriver vivant de l'autre côté était très réduite. Et donc ils arrivaient sur l'îlot et ils attendaient qu'un oiseau ponde un œuf. Et donc, le premier qui ramenait un œuf intact sur l'île principale devenait l'homme-oiseau. Et donc, il devenait sacré pendant un an. Il y avait une maison qui lui était attribuée, d'où il pouvait voir l'îlot d'où il avait ramené l'œuf. Et pendant un an, il était sacré et les habitants et les membres de sa tribu, pendant un an, avaient le pouvoir sur les autres tribus. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement ingénieux qu'ils ont imaginé pour régler les problèmes institutionnels et faire en sorte qu'il y ait quand même une administration et de façon, ça servait à sortir de l'esclavage précédent, du servage précédent, on va dire, et en même temps de trouver un système qui gère les difficultés qui en général se règlent par la guerre. Donc c'est extrêmement intéressant. Et le personnage sacré pendant un an s'appelait Tagata Manu. Alors c'est magnifique parce que Manu, on retrouve un peu dans toutes les cultures et particulièrement en Inde, c'est vraiment euh, une des formes de l'être suprême. Et le mot Men vient de Manu, on peut imaginer. Donc Tagata Manu, c'est l'homme-oiseau à l'île de Pâques. Et je m'en rappelle, je m'en souviens très bien parce que lors d'un de mes voyages, je logeais chez une Pasquane et qui est la mère d'un astrologue
qui est la belle-mère d'un astrologue de Tahiti, marié, François, qui habite au Chili, marié à une Pasquane. Et je logeais chez elle, et un jour, elle me dit, elle a commencé à m'appeler Tagatamanu. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était Tagatamanu. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, mais c'est l'homme oiseau, c'est l'homme oiseau. Je lui dis, pourquoi tu m'appelles comme ça? Elle me dit, mais tu es l'homme oiseau, tu as toutes les qualités de l'homme oiseau, tu as la légèreté. Je ne sais pas ce qu'elle m'a raconté. Bon, alors évidemment, ça me faisait plaisir d'être appelé Tagatamanu, parce que c'est quand même beaucoup plus politique que l'homme oiseau. Et donc, j'ai retenu le message. Mais en tout cas, si vous voulez, on est tous conçus pour devenir l'homme oiseau. Euh, L'île de Pâques, c'est incroyable. L'île de Pâques, l'œuvre de Pâques, la résurrection, l'homme oiseau. Enfin, elle s'appelle l'île de Pâques parce qu'elle a été découverte. Je ne sais plus quel est le navigateur qui l'a découverte, mais c'était un jour de Pâques. Et si vous considérez que tout a un sens, qu'il y a une magie extraordinaire, euh, que les forces qui tirent les ficelles depuis les mondes invisibles par rapport au monde physique ne font jamais les choses par hasard et qu'elles ont en plus une précision extraordinaire, eh bien, l'île de Pâques n'a pas été pour rien appelée de cette façon. Euh, et je pourrais continuer, enfin, je veux dire, j'ai plein de choses à raconter. Euh, mais en tout cas, notre destinée, on va dire, c'est de devenir des hommes oiseaux. C'est-à-dire de faire en sorte qu'en nous, l'homme animal devienne capable de s'élever au-dessus des difficultés, de se libérer complètement de toute la lourdeur de l'émotionnalité humaine et enfin de se laisser aspirer par l'ascenseur cosmique et réellement de s'extirper de la pesanteur de la force de gravité pour commencer euh, déjà psychiquement à expérimenter la légèreté. Et ça, si vous voulez, euh, la première étape de la libération, c'est la légèreté d'ordre émotionnel. C'est le fait de ne plus se sentir plombé à chaque fois qu'une difficulté arrive, de s'inquiéter, de s'angoisser. Donc la première étape, c'est de se libérer des raies de notre mental pour justement passer pour moi de l'homme mental qui est celui qui est emprisonné dans la matière à, à l'être cellulaire dont les cellules sont complètement parcourues par la vibration d'amour, ce qui fait que, si vous voulez, quand il n'y a plus de tension à l'intérieur de l'être humain devient un avec la nature et la nature, qui a cette puissance extraordinaire, le soulève, lui permet de voler et l'homme animal devient l'homme angélique. Et là, après, il y a toutes les étapes de la transformation en homme angélique. Et donc, on va dire que il y a tous les hommes oiseaux ne deviennent pas immédiatement des aigles. L'aigle, si vous voulez, c'est c'est peut-être l'ultime étape de la transformation en oiseau, parce que l'aigle a cette capacité extraordinaire de regarder le soleil en face et de ne pas avoir à cligner des yeux. C'est-à-dire que l'aigle a vraiment une dimension solaire. D'ailleurs, on dit en astrologie que euh, la constellation du Scorpion est devenue le Scorpion au moment de la chute, mais auparavant, le 12e signe du zodiaque était occupé par la constellation de l'Aigle.
Et si vous voulez, dans la symbolique astrologique, le travail de l'être humain consiste à retransformer tous les éléments du scorpion en aigle. Et le scorpion, si vous voulez, c'est celui qui, si je me souviens bien, peut se suicider avec son dard, et en tout cas, il symbolise quand même euh, la transformation, mais aussi la mort. Voilà, donc il s'agit vraiment de passer, d'échapper à la dictature de la force de mort pour entrer dans la libération de la force de vie. Et c'est vraiment ça que nous propose l'homme oiseau. Et voilà, et donc encore une fois, l'objectif des méditations Merkaba Matrémondir, c'est de nous donner les outils pour que chacun d'entre nous se libère de ces pesanteurs psychiques, de ces mémoires de souffrance aussi bien individuelles que généalogiques, que terrestres, hein, qu'humaines, terrestres, pour vraiment récupérer l'essence de notre être. C'est ce qu'on peut qualifier de divinité, c'est-à-dire que rien ne peut entraver la joie et le bonheur de l'oiseau, parce que lorsqu'il est porté par l'élément air, eh bien, il éprouve peut-être ce même sentiment d'ébriété de Icare quand il s'était lancé vers le ciel. Là, il a perdu le contrôle de son véhicule, mais peut-être parce qu'il n'avait pas préalablement fait tout ce travail de nettoyage des émotions pesantes. Et quand on fait le travail sur les émotions, eh bien, et qu'on s'élance dans le ciel, eh bien, on devient un Icare qui ne sera pas, dont les ailes ne seront pas consumées par le soleil, parce que on vole en harmonie avec l'univers, et on se fait porter au lieu de lutter pour arriver à ses fins. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous aurez apprécié la poésie de toutes ces images, la poésie de cette visite à Teotihuacan avec Quetzalcoatl et la pyramide du Quetzat, et puis ce petit détour par l'île de Pâques, l'île de la résurrection, celle qui, lorsqu'on vraiment se fusionne avec elle, nous aide à devenir un homme oiseau. Merci infiniment.